Bonjour, dans ce nouvel épisode de MiageCast, le podcast qui met en lumière la formation Miage, une formation d'excellence, alliant informatique, management et innovation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Coma, un ancien miagiste, aujourd'hui professeur et entrepreneur. Il va nous raconter son parcours, ses choix et les leçons qu'il en tire. Alors, prêt? C'est parti. Bonjour Monsieur Coma, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci beaucoup. Très heureux d'être ici. Merci. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement, parlez-nous de votre parcours et de votre activité actuelle. Ok, alors bonjour à tous, je m'appelle Xavier Coma, je suis toujours dans le milieu de l'informatique, on va dire. Pour parler un petit peu de moi, rapidement si on remonte en arrière, j'ai fait un bac S dans le nord de la France. Après ce bac S, je ne savais pas quoi faire, mais je bidouillais un petit peu sur du Linux. J'ai installé mon premier Linux. J'ai fait de l'HTML, du CSS. Je trouvais ça plutôt cool. Et ensuite, j'ai dit, on peut mettre tout ça en œuvre. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur un vieux site qui s'appelait le site du zéro. Maintenant, ça s'appelle Open Classroom. J'ai commencé à faire du PHP. Et je pensais partir peut-être en fac de médecine ou de pharmacie. Je ne sais pas trop. Et puis finalement je me suis dit allez, je vais faire un DUT parce que je sais pas trop quoi faire. Je vais faire un DUT informatique à Maubeuge qui est dans le sud du Nord, qui est plus loin que Lille. Donc j'ai fait 1 an. J'ai pas trouvé ça ultra fun. C'était beaucoup de mathématiques appliquées avec on ouvrait beaucoup la console pour faire de l'assembleur, du bas niveau, pas très fun, pas très front. Moi j'ai dit allez, j'ai eu ma première année, je vais continuer pour avoir le DUT. C'était en 2 ans à l'époque un DUT. Maintenant ça s'appelle un BUT, et en 3 ans. Et puis j'ai eu ma 2e année. Puis j'ai fait un stage à Lille, à Euratechnologie. J'ai trouvé ça plutôt cool. Je me suis dit allez, moi j'ai fait 2 ans, je vais faire une licence. Donc je suis venu à Lille pour faire une licence 3 informatique. D'accord. Et je me suis dit waouh, on refait la même chose. Je fais exactement la même chose que j'ai fait en DUT. Et je me suis dit, il y a un truc à côté qui s'appelle la Miage. Et là, ça a l'air d'être un peu mieux. On fait un peu plus de gestion comptable, plus de com, un peu plus de gestion de projet. Ouais. Ça a l'air d'être plus adapté à mon profil et à ce que j'aime. Et j'ai fait une bascule en milieu d'année, en licence 3. D'accord. Et ensuite, j'ai rejoint, j'ai fait un autre stage dans un groupe qui s'appelle maintenant Inetum. Bon, là, j'ai appris beaucoup le Java, mais j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Et ensuite, j'ai dit, allez, j'ai la licence, je vais continuer en Master 1. La fin du Master 1, je l'ai fait, je suis parti après en alternance en Master 2 dans une autre ESN qui s'appelle Next2, qui est toujours présente. Et puis voilà, j'en suis, rapidement pour mon parcours scolaire, j'en suis là. J'ai fait la Miage ici, dans ces locaux-là. C'était vraiment top. Et ensuite, j'ai enchaîné en ESN. Et puis ensuite, j'ai lancé ma propre entreprise. Je pense qu'il y a peut-être des questions sur ça après. Oui. Ou à moins que tu veux que je développe, ce que vous souhaitez. C'est pas grave. Alors, du coup, la Miage, c'était pas un choix réfléchi. C'était une opportunité saisir beaucoup plus. Exactement, c'était pas un choix réfléchi. Moi, je vais beaucoup au feeling. comme vous avez pu l'entendre. Je pense. Comme un peu tout le monde, ouais. Et au fait, c'est juste que j'ai vu ça et je me suis dit, ça a l'air d'être vraiment... ça a l'air d'être un petit peu à la croisée des mondes entre la fac informatique et un petit peu le diplôme d'ingénieur un peu Polytech Lille. Ça se place entre les deux. J'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt adapté. Mais non, il n'y avait pas de plan de prévu. Il n'y avait pas de plan de tracé. D'accord. Et durant vos études, quelles compétences ou domaines vous passionnez au point de penser c'est ça ce que je veux faire? Dans mes études? Oui. Ici, à la Miage? Oui. C'était vraiment quand je rencontrais les intervenants professionnels, en fait. D'accord. Bon, je sais pas si j'ai des enseignants-chercheurs qui vont m'écouter, mais c'était vraiment quand j'ai rencontré l'enseignement professionnel, des enseignants professionnels, où il y avait un retour terrain, il y avait vraiment le vrai monde, où ça, je trouvais ça plutôt intéressant, à poser pas mal de questions. Après, l'enseignement, on va dire un peu plus traditionnel des enseignants-chercheurs, ça nous inculquait un peu plus la discipline. Donc ça, c'était bien pour cette partie-là. Mais non, j'avais pas vraiment de préférence de choix, à part qu'on a eu un projet d'études que j'ai réalisé avec un groupe. On était en groupe, c'était avec Anne-Cécile Caron. On a fait un projet start-up. Et ça, c'était cool. On était parti à Toulouse avec toutes les Miages de France.
Et c'était un petit peu un pitch où on devait présenter un pitch pour présenter un MVP, le produit numérique qu'on avait fait, qui était un petit peu disruptif. Et ça, c'était vraiment cool. Et j'ai dit, c'est ça qui me plaît, c'est faire vraiment du produit numérique, réfléchir au business model, à la com, au marketing, au dev, à tout, au fait. Et ça, c'était vraiment cool et plutôt passionnant. Donc, c'est là où j'ai pris plus de plaisir, je pense. D'accord. Voilà, mais pas forcément en recherche de données ou pattern de conception. D'accord. Je sais pas si ça fera plaisir à Madame Caron. non, ouais, mais avec Madame Caron, par contre, ce qui était cool, c'était que on était partis à Toulouse ensemble. On était partis avec 4 étudiants plus Madame Caron. Et ça, c'était vraiment cool, quoi. Oui, Ouais. c'est cool quand même, oui. Et Donc, si Anne-Cécile m'écoute, big love. donc vous avez fait un stage, plusieurs stages, alternance, donc dans des ESN notamment. Est-ce que vous avez continué après vos études justement quels sont les jobs que vous avez fait en fait après votre master et quel était votre rôle exactement? On va dire que machinalement, la boîte où j'ai fait mon alternance en Master 2, ils ont proposé un CDI, comme la plupart, enfin comme vous plus tard, ceux qui nous écoutent plus tard, ils vont proposer un CDI parce que avoir des personnes qui savent conceptualiser et développer, c'est précieux. Donc ils m'ont proposé un CDI, j'ai accepté parce que le CDI en France, avec mes parents, c'était le Saint Graal. Donc j'ai fait un CDI dans une ESN qui s'appelle Next2. J'ai commencé sur un sujet vraiment pas top où il fallait faire du JavaScript pour un gros groupe pharmaceutique, vraiment pas top. Et ensuite derrière, le fait d'avoir fait le projet avec Madame Caron, un produit un peu start-up, ils m'ont mis dans un projet start-up. Et là j'ai pu vraiment apporter quelque chose en plus pour la société. Ça a plutôt bien marché. On a mis en place les premiers préceptes de l'agilité, qui il y a encore 10 ans c'était assez méconnu. Donc mettre en place du Scrum, de l'UX design, etc. Ça a bien marché. Et ensuite, il y a une société, Noroto, que vous connaissez peut-être, qui sont des magasins qui réparent les voitures. Ils ont aussi un système d'information, ils font de l'informatique. Et donc, on a mis en place Scrum. Après, chez eux, ça a bien marché. Puis, dans une autre équipe, et dans une autre équipe, et dans une autre équipe. Et puis, je me suis retrouvé finalement à plus faire de développement, mais plutôt de l'accompagnement sur du Scrum Mastering, vers des product owners, vers des équipes agiles. Et c'est là où je prenais encore plus de plaisir que finalement faire du développement. Là, j'étais vraiment dans l'équipe, mais en support pour aider les équipes. Donc, j'étais plutôt un consultant plus. Je comprenais le développement, je comprenais le code, et en même temps, je venais les aider sur des aspects un peu plus équipe. D'accord. Et quelles seraient les compétences en fait qui auraient façonné votre vision du travail aujourd'hui, ce que vous faites? Mes compétences que ça soit la vision du travail. Que ça soit des compétences apprises en MIAGE ou des compétences apprises plus tard. Ah oui, yes. Je pense que quand j'étais au lycée, j'avais une prof de physique-chimie qui était très rigide. Tout le monde avait peur d'elle. Donc ça m'a appris à respecter un petit peu les délais et la rigidité, parce qu'elle faisait peur. Et en MIAGE, on va dire que j'ai peaufiné mes soft skills sur de la communication. Si votre professeur de com vous écoute, pas avec la communication spécialement, mais dans le fait d'interagir avec les professeurs pour dire attends, non, je comprends pas pourquoi j'ai eu ça, est-ce qu'on peut pas adapter la note? Donc c'était plutôt la négociation. Pour marchander. C'est là où j'ai. Okay. Après, oui, je pense que dans des métiers, si vous voulez être plus tard, moi je suis plutôt. Là, mon métier actuel, on va dire que c'est coach agile ou coach produit, donc j'aide les équipes à faire des produits numériques de A à Z, du besoin utilisateur jusque dans les équipes de développement technique, jusqu'ensuite dans les équipes marketing. C'est vraiment une vision ultra transversale. Et ça, oui, il faut savoir maîtriser un petit peu tout sans forcément être expert, parce qu'il y a des experts pour ça. Ouais, pour ça. Moi, je mets en œuvre plutôt, j'orchestre. Et justement, vous avez parlé de cette transition un peu au début où vous faisiez vraiment du dev avec du JavaScript et puis c'est passé plus tard sur de l'agilité, du code agile. Est-ce que ça a été progressif ou est-ce que ça a été vraiment à un moment un projet ou un truc qui a changé? Progressif. On ne peut pas commencer sur des postes comme ça de Scrum Master ou de Product Owner sans passer par la case développeur. Donc il y en a beaucoup qui pensent qu'on va directement être
chef de projet en sortie d'école, parce que les écoles vendent ça, les écoles privées, les écoles publiques. Mais non, vous commencez toujours une société, elle va vous engager déjà pour faire du développement, de la data, faire des choses opérationnelles. Et après, c'est à vous de venir donner un petit coup de pouce à votre carrière en proposant plus, en faisant plus, en organisant déjà dans votre équipe. Même s'il y a déjà un chef de projet, vous pouvez l'aider, vous pouvez l'accompagner, ou un chef de produit. Et ça, c'est à vous de façonner votre carrière comme vous le souhaitez. Si vous restez dans de la data parce que vous aimez ça, c'est très bien. Bien creuser la data, devenir un expert de la data. Si vous dites, moi, je veux devenir plutôt un gestionnaire de data ou alors animer des équipes data, là, il faudra donner une autre dimension à votre boulot. Mais vous comprenez quand même ce que c'est que de la data, par exemple. Ok, d'accord. D'accord. Donc il faut passer par la tech. Il faut bien passer par la tech avant de s'orienter vers tout ce qui est poste de. Exactement. Ouais. Pour moi, les meilleurs profils, c'est ceux qui comprennent, qui comprennent la tech, qui comprennent comment un soft fonctionne, quoi. Pour moi, c'est les meilleurs profils. Parce que sinon, vous devez réexpliquer en permanence, même chose. Je vois des product owners qui n'ont jamais développé. C'est compliqué, ils savent pas ce que c'est qu'une API, ils savent pas ce que c'est qu'un modèle de données. Donc là, ils peuvent pas communiquer avec les personnes qui réalisent le produit ou le soft. Ouais. Et ça, c'est ultra compliqué. Donc il vaut mieux avoir... c'est beaucoup plus simple de parler avec quelqu'un qui a le même jargon que vous. J'imagine aussi que c'est simple, c'est mieux pour anticiper un peu les futurs problèmes ou des trucs comme ça, si on s'y connaît un peu et qu'on voit... Exactement. Alors, l'anticipation des problèmes, on va dire que moi, là, actuellement, j'accompagne une société qui s'appelle Kiabi, donc je suis product manager, product owner, vous savez que c'est la même chose. Ouais. Sur la future application mobile e-commerce. Les problèmes, c'est plutôt les experts techniques qui vont me les donner, au fait. C'est eux qui savent qu'il va y avoir ça, qu'il va faire ça, parce que eux, ils ont décidé de mettre à leur carrière une expertise sur de l'Android, sur du back-end, et donc c'est eux qui viennent alerter. Moi, je suis vraiment là pour détecter la valeur, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, comment on doit qu'est-ce qu'on doit faire, mais c'est pas moi qui vais dire comment le faire. Et ça, les architectes, les bâtisseurs, c'est vraiment les experts techniques, les tech leads, les développeurs, quoi. C'est pas moi qui vais leur dire comment faire leur travail, ils sont beaucoup plus expérimentés que moi et beaucoup plus capés que moi. Mais par contre, s'ils viennent me dire j'ai modifié le JSON, je change la route, je comprends ce qu'il me dit, en fait. Ça, c'est intéressant. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à tout quitter pour monter votre propre société? Était-ce un rêve ou une prise de risque calculée? Non, j'ai toujours un petit côté entrepreneur. J'aimais bien créer des softs à côté, créer des sites web à côté, créer des choses avec des gens. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et quand j'étais en ESN, à un moment, j'ai construit aussi des équipes là-bas, j'ai construit un service supplémentaire. Donc tu construis des choses, tu connais ta valeur. Et à un moment, l'entreprise, elle peut plus s'aligner avec ce que toi tu veux parce que c'est pas dans leur modèle économique, c'est pas dans leur stratégie. Donc j'ai décidé de partir pour proposer moi-même mes services. Je me suis associé avec un designer, un product designer. Puis ensuite, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Mais non, il n'y avait rien de calculé. Je me suis jamais dit, allez, bim, à 28 ans, je crée ma société et puis on verra comment faire, quoi. C'est vraiment, comme j'ai dit au tout début, je suis plutôt au feelings, à l'intuition, que dans la planification. Je vais dire, je sais même pas ce que je vais faire l'année prochaine, tu vois. Donc, et par contre, quand je le fais de manière itérative et incrémentale. Je prends un secteur de niche, je le fais bien, je le fais correctement, je crois de manière organique et non pas à vouloir faire tout de suite. Je pense que on est dans des métiers où les salaires après une certaine année d'expérience, ils sont assez décents. Oui. Et j'ai pas besoin d'avoir des 1000 et des millions d'euros comme certaines personnes. On y va tout doucement, puis on voit où est-ce que ça nous emmène, quoi. Il n'y a pas de plan. D'accord. Alors, quelle a été votre plus grande difficulté en devenant entrepreneur et comment l'avez-vous surmontée? Ma plus grande difficulté en étant entrepreneur, en fait, si vous voulez, là, c'est, on va dire, la partie comptable. Quand j'étais à votre place en M1, je me suis dit, mais non, jamais je ferai de la comptabilité. Oui, on se dit ça. Tout ça. Et on se dit tout ça, et on se dit, mince, mais qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Et encore, Miage, dedans, il y a gestion d'entreprise, donc c'est normal.
Et ça, c'est le plus compliqué, en fait, parce que c'est vraiment un métier à côté. Et donc, ouais, tout ce qui est prendre la TVA, décaisser la TVA, des besoins de fonds de roulement, de l'amortissement. Je me suis dit, l'amortissement, nous, c'est... Quand je le voyais, moi, c'était sur des bateaux, c'était sur une entreprise, on va dire, de produits physiques. Mais non, en fait, si vous achetez un Mac, 2 Mac, ça rentre en amortissement, N1, N2, N3, vous les immobilisez. C'est la boîte, entre guillemets, qui va vous les rembourser. Mais si vous décidez de l'arrêter ou de le vendre, vous devez le revendre à peu près à la... Enfin bref, c'est tout ce que vous suivez. Ouais. Et je me dis, ah ouais, ok, d'accord, ça fait sens, tu vois. D'accord. Mais mince, attends, on peut revenir à la question, tu l'avais posé comment déjà ? Oui, c'était quelle est la plus grande difficulté et comment l'avez-vous surmontée ? Non, après les difficultés, je pense qu'au tout début, on m'avait mis en ESN dans des sujets vachement tech, tu vois. Très technique, où j'étais limite à la fin, même à un moment avec une autre personne, architecte carrément d'un produit chez Noroto, mais un gros produit. Et donc, c'est moi qui ai dû choisir la stack technique, qui ai dû faire toute l'architecture. Et là, je me dis, je suis pas le plus à l'aise pour ça, en fait. C'est pas moi je suis pas le meilleur expert pour faire ça. Je l'ai fait quand même. Je pense que j'ai dû créer de la dette. J'ai créé de la dette technique pour les personnes qui sont venues derrière moi. Mais ça, c'est les plus grosses difficultés. C'était dur à faire. C'était hardcore, je l'ai fait, mais tu vois, je le referai plus, parce que c'est pas là où je prenais le plus de plaisir. Donc c'était vraiment animer, gérer l'équipe tout autour et vraiment faire les bonnes choses, au fait, plutôt que de faire les choses. D'accord. C'est me concentrer, parce que j'ai vu aussi beaucoup dans mes stages précédents, c'était plutôt, on fait ces choses-là, et finalement, c'était les mauvaises choses. Donc finalement, tu te crames à développer quelque chose qui sera jamais utilisé. Et ça, il n'y a rien de plus frustrant, quoi. Donc avant tout, c'est s'assurer de faire les bonnes choses, et c'est ça qui me plaisait le plus, quoi. Oui. Ouais. Ça a l'air vraiment frustrant de perdre du temps, de revenir, et ça, c'est le quotidien d'un développeur, de faire pour défaire. C'est un peu son quotidien, quoi. Et ça me frustrait. Que maintenant, avec le recul, avec toutes ces difficultés, le truc de l'entrepreneuriat et tout ça, est-ce que vous pensez que votre formation en millage a aidé justement à réussir en tant qu'indépendant ? On va dire 50-50. Il y a 50%, c'est la personne avant tout, tu vois. Je pense que la miage, ce qu'elle m'a appris avant tout, c'est on nous donnait des sujets par moment. Et après, c'est à toi de te débrouiller pour aller chercher sur Internet, pour creuser, pour faire. Donc la fac, elle t'aide à faire ça, entre guillemets. L'université, elle t'aide à te débrouiller, à chercher, à faire des projets de groupe, d'équipe, donc de travailler avec des personnes. Donc ça aide beaucoup, parce que finalement, dans le monde de l'entreprise, plus tard, vous allez être en équipe. Donc le fait déjà de vivre ça ici, c'est un avantage pour démarrer dans la vie, quoi. Là où il y a d'autres personnes qui viennent, qui n'ont jamais travaillé en équipe, qui n'ont jamais cherché par eux-mêmes, ça va être un peu plus compliqué. Donc la miage, elle apporte ça. Et après, tout le reste, c'est plutôt vous et votre personnalité et ce que vous voulez faire derrière qui va vous aider à vraiment accomplir ce que vous souhaitez. Donc moi, quand je voulais quelque chose, quand je veux quelque chose, je m'y donne à fond. Maintenant, avec l'accès vraiment à toute l'information, et là, d'autant plus avec l'IA, avec l'avènement de l'IA, on a vraiment accès à tout. Donc on peut tout faire. Donc demain, je me dis, je veux être boulanger. Je peux être boulanger, quoi. Il suffit... Tu connais les modèles économiques, tu connais un peu, grosso modo, la comptabilité. Tu vas jamais faire de dev en boulangerie, mais derrière, faire du pain, si tu sais monter un logiciel ou faire une application, faire du pain, c'est le même principe, quoi. C'est le même principe. Donc, en plus de ça, à côté, j'ai fait une microbrasserie. Et, là, je suis en train de faire une pizzeria, mais en side project, vraiment en off, quoi. Mais derrière, si tu veux quelque chose, juste fais-le et prends-le, quoi. Il faut pas attendre il faut surtout pas que vous soyez cantonné dans une entreprise. L'entreprise, au tout début, si vous avez un CDI ou si vous êtes dans une ESN, restez là 1 an, 2 ans, et si vous voyez que vous prenez pas de plaisir, ou si ça vous frustre d'un point de vue salarial, rien ne vous empêche de changer, et vraiment changer. Il ne faut pas rester dans quelque chose où vous ne prenez pas de plaisir. Oui, bon conseil de vie. Parce que j'en vois tellement dans les entreprises qui sont là, qui râlent un peu et qui pestent envers des entreprises. Je dis, en fait, attends, tu sais comprendre, tu sais lire du code, tu sais travailler dans de la tech, dans de l'IT. Qu'est-ce qui t'empêche de changer, au fait ? Tu peux changer... après, il y a des personnes, tout le monde est un peu différent. Il y en a, ils ont des enfants, des prêts. Mais au tout début, quand vous vous lancez, vous n'avez pas tout ça. Donc, bougez rapidement et
et vraiment déployez-vous dans quelque chose qui vous plaît vraiment, quoi. C'est pas parce qu'au tout début, vous allez choisir par défaut peut-être une entreprise, eh bien bougez rapidement après 1 an, 2 ans, si l'entreprise vous plaît pas forcément ou si elle ne répond pas à vos attentes. Oui. Ça, c'est un conseil à donner, quoi. Parce que j'ai vu beaucoup d'amis en Miage aussi qui sont restés pendant des années dans la même entreprise. Et finalement, ils se disent ah bah ouais, j'ai eu l'impression que la vie elle est passée tellement vite, j'ai pas forcément évolué, le salaire il s'est pas trop adapté. Je dis bah ouais, mais là qu'est-ce qui t'empêche de changer, d'aller dans une autre boîte que celle-ci tu l'aimes bien. Bon bah, ils avaient peut-être pas besoin maintenant de quelqu'un ou d'une compétence, mais au moins ils t'ont vu, ils t'ont identifié, t'as laissé un CV, reviens dans 6 mois. Ça bouge tellement vite, les sujets informatiques. Et reviens dans 1 an. Et comme ça, et lâche pas le truc, quoi. Oui. Donc aujourd'hui, vous donnez des cours à l'université de Lille pour les miagistes, justement. Qu'est-ce qui vous a motivé à enseigner ? C'est le... en fait, au tout début, quand j'ai donné cours, c'était limite 2 ans, même 2 ans après que je sois sorti d'études. Donc c'était plutôt court, même 1 an et demi, 2 ans après. J'ai remplacé un professeur qui était absent pour une entreprise, pour une autre université. J'ai trouvé ça excellent de transmettre le savoir. Et en plus de ça, comme je le disais, à l'époque, tout ce qui était agilité, Scrum, Kanban, UX Design, c'était des choses... nouvelles. Ouais, nouvelles. Il n'y avait pas trop de compétences. Moi, je me suis formé moi-même en écoutant des podcasts aux États-Unis, en regardant des conférences aux États-Unis, parce qu'en France, il n'y avait pas beaucoup de documentation. Et donc, j'ai développé une expertise sur ça. Et les universités commençaient à voir qu'il y avait quelque chose qui se passait, au fait. Parce que les boîtes du coin, ici, dans le Nord, commençaient à utiliser tous ces frameworks-là. Et j'ai commencé comme ça, j'ai adoré, j'ai bien aimé. Et finalement, une autre école qui m'a appelé, et une autre. Et la Miage, c'est mon école de cœur. Et donc, voilà, je pense que transmettre, c'est vraiment cool, quoi. D'accord. Et s'il y avait une compétence ou une valeur vraiment à transmettre à un étudiant miagiste ou un étudiant tout court, ça serait quoi ? Une valeur ou une compétence, je veux dire la persévérance, enfin persévérer, parce que des moments ça peut être chiant d'avoir à te dire ah mince j'ai une mauvaise note ou ah mince mon code il compile, j'ai la chance, il faut persévérer, au fait, il faut pas lâcher le truc, il faut se poser 2 heures, tu sors dehors, tu vas courir 1 heure, tu reviens sur ce que tu as fait et ça va t'aider, au fait. Et la résilience, et des moments où il faut se dire bon bah je peux pas mener tous les combats, même en entreprise, ils veulent pas bouger sur ça, ils me disent de faire ça, bon des moments il faut savoir aussi être résilient, se dire bon bah tant pis, voilà. Oui. D'accord. Alors entre salariat et entrepreneuriat, comment un étudiant peut-il choisir la voie qui lui correspond vraiment ? Je pense qu'il peut commencer dans le salariat pour avoir un peu les repères du salariat, les bases des grandes entreprises. Et en parallèle, s'il souhaite, et c'est pas interdit par la loi française, il faut juste le dire à son employeur, il peut créer une micro-entreprise, exactement. Donc je pense que c'est la bonne chose à faire. Par contre, il faut avertir son employeur. Et je pense que commencer dans un CDI, ça peut être intéressant pour vous voir tout ça, pour vous sécuriser. Quand vous avez assez de compétences et que vous maîtrisez un domaine que vous aimez bien, après, si vous vous sentez capable et si vous avez envie, vous pouvez switcher, quoi. Et là, on est vraiment à un changement aussi de paradigme. Il y a quasiment autant de personnes. Enfin, moi, je vois quand je suis dans les équipes informatiques des clients du coin, donc c'est-à-dire Decathlon, Noroto, Auchan, Leroy Merlin, etc. Ouais. Il y a quasiment autant de CDI que de personnes qui sont freelance, qui sont en micro-entreprise. Vraiment, on a une croisée des mondes entre les deux modèles de rémunération. Donc ça, après, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Le CDI, le salariat, c'est bien parce que vous avez une couverture, on va dire, sociale pour la retraite, le truc classique. Après, le freelancing, là, c'est à vous de trouver vous-même vos clients. Donc là, il faut que vous ayez cette appétence pour un peu trouver les clients. Il faut que vous soyez expert au moins dans un domaine ou plusieurs domaines, parce que c'est ça qu'on va rechercher. Ouais. Mais par contre, vous gagnez beaucoup plus. C'est normal. Ça, c'est plus intéressant. Oui. Mais ça, après, ouais, j'ai envie de dire, moi, tu vois, en sortie d'école, je m'étais posé la question parce qu'on avait fait un startup week-end, on avait remporté le premier prix, on avait des investisseurs en capitaux propres qui nous suivaient sur un produit qu'on avait fait, c'était
c'était un soundbox connecté, tu vois, comme dans les bars, où tu poses les verres dessus. On avait mis une puce RFID en dessous, les soundbox, enfin les postes verres étaient connectés. Ça permettait de voir, donc toi tu scannais avant avec ton téléphone le soundbox, ça permettait de voir quelle bière, enfin l'alcool, tu vois, quelle bière t'avais pris, donc t'avais le degré d'alcool, savoir quand est-ce qu'il fallait t'arrêter, parce que en France c'est légiféré pour reprendre la route. Donc ça permet, puis t'avais des stats à la con de lever de coude, combien de fois t'avais mis le verre, le changement de bière, et donc ça te disait attention stop, là tu peux pas prendre la route, ou là bah c'est bien, et ça te mettait même des push notifications pour te mettre des promotions sur des paquets de chips ou sur des olives. Et donc ça, on était, je sais plus, 12 en compétition, on était 12 équipes en compétition, on a fini premier, ils étaient à 2 doigts d'investir sur nous, on a dit non, on est trop jeunes, on était en Master 2. On était trop jeunes. Et finalement, l'équipe derrière nous, elle a eu 700 000 €. On s'est dit, ah merde, on aurait dû y aller, on aurait pu le faire. Et en réfléchissant, je me dis, bah non, en fait, tu vois, j'ai bien fait parce qu'on n'était pas encore assez mature. Et se lancer. Et ouais, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, moi, je ne nous trouvais pas assez matures tous. On se serait fait avoir à plein d'endroits. Par contre, on aurait appris beaucoup. On aurait perdu aussi beaucoup d'argent. Donc là, le fait d'y aller progressivement, c'est plutôt intéressant, quoi. Mais ça, après, tout le monde est différent. Hein, chacun sa route. Chacun sa route et chacun a sa sensibilité. Il y en a qui vont préférer, moi j'en connais, hein, ils sont dans mes équipes, ils préfèrent le salariat. D'autres qui, pour rien au monde, ils veulent être en CDI avec un manager, un chef. Donc il y a vraiment les deux modèles et les deux modèles sont super entendables et ça fonctionne. Ça peut être bien. Alors, dernière question. Pour un étudiant qui rêve de créer son entreprise, quels conseils concrets lui donneriez-vous pour bien démarrer ? Moi, je lui donnerais comme conseil de bien écouter finalement, hein, si je reviens en arrière, hein, de bien écouter les cours de gestion comptabilité. Clairement, hein, parce que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Et s'il veut créer son entreprise, une micro-entreprise, c'est super simple. Ça se fait vraiment, ça se fait en 20 minutes. Tu crées tout sur Internet. Ça se fait en 20 minutes, c'est super simple à faire. Il y a zéro souci, la comptabilité est super allégée. Donc ça, j'ai envie de dire, maintenant c'est super simple. En fait, parce qu'il y a eu un moment l'arrivée pendant le confinement de Uber Eats, Deliveroo, il y en a eu plein de Gorillaz. Il y avait des livreurs en vélo et il fallait à tout prix qu'ils soient légal d'un point de vue français. Donc vraiment, ils ont tout allégé. Donc c'est super simple de créer une micro-entreprise, tout le monde peut en créer une. Ça va super vite. Donc ça, franchement, il y a zéro risque. Et puis si tu veux l'arrêter, tu l'arrêtes. Il faut juste faire un courrier à l'adresse, qui est un département ici dans le Nord, quoi. Et c'est super simple à faire. Donc ça, vraiment, il y a zéro risque. Par contre, après, si vous voulez créer une société, là, vous dites, ah oui, il me faut 3 développeurs, il me faut un designer, il me faut un juriste et puis tout. Là, c'est une autre manière de faire. Et là, il faut un comptable avec vous. Et des comptables, des experts comptables, il y en a plein. Et c'est eux qui vont vous accompagner avec un petit billet quand même, mais pour créer la meilleure structure, est-ce que c'est une SAS, est-ce que c'est une SARL, comment on doit faire les fiches de paie, c'est eux qui vont tout faire en fait. Donc ça, c'est vraiment l'expert comptable, c'est lui qui fait tout pour vous, parce que nous, on n'a pas vocation à être expert comptable, tu vois. Mais par contre, ça aide pour comprendre quand il te parle, tu vois. Une fois de plus, pour avoir son jargon, c'est bien de le comprendre, quoi. Mais il faut pas avoir peur, il faut se lancer. Ouais, il faut pas. À un moment, je pense que tout le monde a hésité, même, tu vois, moi, quand j'ai posé ma lettre de démission et quand j'ai créé mon entreprise, à un moment, t'as toujours ce petit truc. Est-ce que je fais le bon choix, tu vois ? Et tu te dis, finalement, pour rien au monde, là, ce que je ferais peut-être même, j'aurais dû le faire peut-être même bien avant, tu vois. Je suis resté peut-être 4 ans en CDI. Je pense qu'au bout de 2 ans et demi, c'était bon, j'aurais déjà pu le faire, tu vois. Oui. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Avant de terminer, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs, étudiants ou je sais pas, peut-être prof, enseignants, recruteurs Recruteurs. Non, je pense qu'il faut, pour les enseignants, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut persévérer. Des moments, ça va être chiant, tu vois. Je me souviens que moi, j'avais des petites phases de déprime ici. On est dans le Nord. Ah ouais. Il fait pas beau. Il fait pas beau. On est sur des ordinateurs virtualisés où on peut pas tout faire. On n'a pas accès à toutes les ressources. Mais c'est bien, ça nous apprend la résilience pour le coup. Ça nous apprend à nous battre. Il fait pas très très beau, ouais. Donc il y a des petits coups de mou. Mais ça, je pense que il faut s'accrocher. C'est un master, c'est 2 ans dans une vie. Il faut juste se dire, allez, on serre les dents.
Et puis ensuite, l'avenir sera que meilleur parce qu'on est dans des métiers qui sont encore porteurs, quoi. Ouais. On a la chance. On a la chance d'être dans ces métiers-là, là où tout autour de nous, on est sur l'université de Lille 1, donc c'est la science. Il y a des personnes qui font actuellement des masters en géologie, en mathématiques appliquées. Bon bah eux, franchement, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué pour trouver du travail derrière. Nous, franchement, on a un taux de sortie. Bon, il y en a toujours 1, 2 ou 3 où ça va être compliqué. Parce que voilà, il faut rien lâcher, il faut communiquer, il faut vraiment, pour avoir un job, Oui. c'est comme partout. Mais nous, on a vraiment beaucoup de chance et beaucoup d'employabilité. Donc ça, c'est un avantage. Donc, pour le coup, il faut profiter de cette chance-là, quoi. C'est ce que j'arrête pas de dire. J'ai été chanceux, mes anciens camarades ont été chanceux. On fait partie de ceux qui avons un travail où on prend du plaisir, où on peut même prendre une pause café à peu près quand on veut, de la durée qu'on veut. Là où dans notre métier, la restauration, le BTP, tout est chronométré, tout est badgé. Une pause, c'est 3 minutes, même en usine. Et nous, on a la chance quand même d'être dans un secteur qui paye bien, qui emploie bien, et on a beaucoup de liberté. Donc ça, il faut savoir le voir, quoi, pour toujours avoir les pieds sur terre, quoi. Oui. Merci encore d'être venu dans notre podcast. Avec Et plaisir. merci à vous, chers auditeurs. Et on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode de MiHcast. C'était un plaisir, merci. Merci beaucoup, Laura.